Bonjour à tous. Bon, alors il n'est pas facile de passer après un tel témoignage. Je suis encore un peu sous le choc de l'émotion, mais ça va bien se passer. Donc, je voulais remercier les enfants de Tamar de nous avoir proposé de participer à ce colloque aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis Véronique Bérezia et je suis l'un du trio magique du pôle neurosciences de l'association CDP Enfance. Donc, nous sommes 3 dans cette association. L'année dernière, Sandra était toute seule. Cette année, on est 2. Avec un peu de chance, si les enfants de Tamar nous réinvitent, on sera peut-être 3 l'année prochaine. Donc brièvement, moi je suis Véronique Bérezia, je suis professeure des universités en physiologie à Sorbonne Université. Et je suis dans un laboratoire qui a un nom un peu barbare, une équipe qui s'appelle lipodystrophie, adaptation métabolique, hormonale et vieillissement. Mais je ne vais pas du tout vous parler des lipodystrophies aujourd'hui. Je vais changer de casquette et prendre ma casquette de membre du pôle neurosciences de CDP Enfance. Et puis, juste Sandra, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Moi, je suis la deuxième, Sandra Cussiga-Hernandez. Je suis docteur en physiologie et physiopathologie. Et puis, je coordonne un BTS diététique. C'est important parce que les troubles du comportement alimentaire concernent beaucoup d'entre nous. Et voilà, ça fait maintenant presque 10 ans que cette association s'est créée, qu'on suit des dossiers de victimes, des petits, des grands, et que le pôle neurosciences s'intéresse à tous les mécanismes. Alors, on ne va pas tout expliquer, Linda, mais on va donner des pistes, des choses de réflexion, des points qu'on espère pouvoir partager avec vous pour essayer de comprendre ce qui se passe en cas de trauma. Et je laisse la parole à Véronique. Donc l'objectif de notre présentation, c'est de commencer à vous expliquer pourquoi, effectivement, le corps n'oublie pas. Donc alors, voilà, je suis professeure de physiologie et donc en tant que professeure de physiologie, je vais vous ramener à mon dada, qui est la physiologie. Ce qu'il faut avoir, donc je m'excuse par avance aux spécialistes de la salle, mais je vais plutôt m'adresser aux non-spécialistes et je vais essayer de simplifier au maximum mes propos. Le corps humain fonctionne assez bien, c'est-à-dire qu'il fait corps avec son environnement. Et les ancêtres de la physiologie, dont un certain Claude Bernard, un professeur de physio, a mis en évidence qu'il existe ce qu'on appelle un équilibre intérieur ou de l'homéostasie. Toutes les fonctions du corps humain vont être régulées pour être maintenues autour d'une valeur d'équilibre. Globalement, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne, en interaction avec notre environnement. L'environnement, c'est l'environnement physique, mais aussi l'environnement émotionnel. Voilà, notre environnement de travail, ça va faire appel à plein de paramètres différents. Donc, quand tout va bien, on est ici à l'équilibre. Et puis, il peut y avoir un changement de notre environnement. Alors, on est en plein réchauffement climatique, ça peut être un changement de température, ça peut être un événement stressant, comme moi aujourd'hui, qui suis assez impressionnée de parler devant vous ce matin. Et donc, notre corps va détecter ce changement, cette variation inhabituelle dans son environnement. Et donc, on va se situer ici. Ce changement d'équilibre, vous voyez qu'on va aller vers le déséquilibre, ça va être détecté. Il va y avoir un petit signal qui va être envoyé par notre organisme, qui va être détecté par ce qu'on appelle un récepteur. Et ce récepteur va émettre une information au niveau de notre système nerveux, par une voie qu'on appelle afférente, mais peu importe, en tout cas dans un centre qu'on appelle un centre de régulation. Et le centre de régulation va dire « Ah, ce paramètre-là, il n'est plus dans sa valeur normale. » Il va donc mettre en route une voie, il va mettre un système en action, en activité, pour essayer de retourner à son état d'équilibre. Et donc, on va se retrouver comme ça, à nouveau, normalement, quand tout va bien, à notre environnement initial. Des fois, ce point d'équilibre, il peut être modifié. Par exemple, les grands sportifs ou les populations qui habitent en très haute altitude, ils ont déplacé leur point d'équilibre pour habituer leur environnement, enfin leur corps à s'adapter à leur environnement. Mais globalement, on va essayer d'être toujours autour de ce point d'équilibre. Quand ce système ne fonctionne plus, ce système d'homéostasie ne fonctionne plus, c'est là que vont apparaître
Les conséquences, tu peux... Vas-y, il manque des... Non. Bon, il y a des termes qui ont disparu, c'est pas grave. Il manque des petites phrases, là, je sais pas, elles ont disparu. Peu importe. Donc, quand on va être en système de déséquilibre, il va y avoir un dysfonctionnement de système de régulation. Et ça peut être mis en évidence par des marqueurs biologiques. Je vais vous en présenter certains. Il va y avoir des altérations structurales et fonctionnelles, et au niveau du cerveau, et ça, c'est Sandra qui vous en parlera. Et oui, effectivement, ces altérations, lorsqu'elles perdurent dans le temps, elles peuvent être transmises à notre descendance. On parlera un tout petit peu de ce mode de transmission qu'on appelle l'épigénétique. Et l'ensemble de toutes ces altérations, de toutes ces pathologies qui vont durer à long terme, vont conduire à des conséquences cliniques qui peuvent être multiples et variées. Et donc, on va aller vers le syndrome de stress post-traumatique. Donc, comment ça va se passer? Donc, j'ai une modification de mon environnement, quelle que soit cette modification, psychologique, physique. C'est ce qu'on va avoir, ce qu'on va appeler ici l'agent stressant. Et cet agent stressant va donc être détecté, l'information va être transmise et je vais mettre en place des réactions. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase d'alarme. Mon organisme, tout d'un coup, se rend compte qu'il n'est plus dans son environnement normal. Et donc, vous avez ici l'état d'équilibre, et vous voyez ici, c'est l'état des réactions des mécanismes de défense. Donc, on est un peu interloqué par cet agent stressant. On va avoir nos défenses qui vont descendre, et l'objectif, c'est d'arriver à retourner au niveau d'équilibre. Je veux bien que tu avances un tout petit peu. Quand on est face à cet agent stressant, donc c'est un chercheur qui s'appelle Cannon qui l'a bien décrit, et ça, initialement, été décrit plutôt dans l'espèce animale. Deux situations possibles face à cette situation, cet agent stressant. Soit je suis prêt à combattre, soit je vais prendre la fuite. Et donc on va mobiliser toutes les réserves de notre organisme pour être soit en mécanisme de défense, soit mobiliser ses muscles pour partir très loin. Donc ça a très bien été décrit chez les animaux. Mais on n'est pas tout à fait des animaux. Et donc chez l'homme, on peut avoir une troisième issue qui est la sociabilité. On peut essayer de dialoguer avec notre agent stressant. Donc là, le fait de vous parler, je commence à me mettre d'être un peu plus rassurée, mais si vous êtes face à un agresseur, vous pouvez potentiellement essayer de rentrer en discussion avec lui, ou alors essayer de vous rationaliser. Il y a une modification de la température, je vais enlever mon pull, et comme ça, j'aurai un peu moins chaud. Donc on peut essayer de sociabiliser avec cet agent stressant. Et puis, il y a une quatrième situation qui est plutôt chez les enfants, c'est ce que j'ai appelé ici la double contrainte. Quand vous avez une agression chez un enfant, notamment dans sa sphère proche, familiale, ses professeurs, ses camarades, il va se trouver face à deux situations. À la fois, c'est quelqu'un de son entourage, donc c'est censé être quelqu'un qui fait partie de son état d'équilibre, de son environnement normal. Et en même temps, c'est la source de l'agression. Et là, l'enfant, il n'est plus capable de réagir. Et donc, c'est là qu'on peut avoir ces états de sidération. On va se sortir, on en revient au combat ou la fuite. Une façon de se sortir de cette situation, c'est de faire comme si elle n'existait pas. Et ça, c'est notre organisme qui va réagir comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous avez ici, je vais me rapprocher pour vous montrer. Ici, vous avez un petit pictogramme. Donc, vous voyez que là, j'ai détecté mon agent stressant. Je vais mettre en activité, je vais augmenter ma vigilance. Et puis, je vais aller mobiliser toutes les réserves de mon organisme pour essayer soit de combattre, soit de partir très loin. Vous voyez que je vais avoir une accélération de la fréquence respiratoire. Je vais utiliser des réserves énergétiques. Je vais produire du glucose par le foie pour utiliser ce glucose comme substrat énergétique. Je vais avoir des accélérations cardiaques. Et puis, mon système nerveux va être sollicité. Et je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc, quand cette situation ne dure pas trop dans le temps, normalement, j'arrive à retourner à mon état d'équilibre. Si l'agent stressant, la situation stressante, perdure dans le temps, je vais rentrer en résistance. Et donc, à nouveau, on va mobiliser notre organisme pour pouvoir survivre à cet état de stress chronique. On va continuer à produire de l'énergie, notamment du glucose,
pour pouvoir soutenir nos muscles et assurer les fonctions qui sont nécessaires à combattre cette situation de stress. Et puis, on va mettre en repos toutes les fonctions qui ne sont pas utiles dans cette situation. Par exemple, le système digestif, il n'est pas tellement intéressant. La libido, on s'en fiche dans cette situation-là. Et donc, on va essayer plutôt d'avoir augmenté notre activité musculaire, augmenté notre masse osseuse, et on va essayer de mettre en distanciel, en repos, toutes les fonctions qui ne sont pas utiles pour combattre cette situation de stress. Et puis, si ma résistance a bien fonctionné, là je veux bien que tu avances du coup, je vais retourner à ma situation normale, mais si ce stress devient chronique, excessif, dépassé, je vais épuiser mon organisme. Et donc, je ne vais plus être capable de mobiliser quoi que ce soit parce que j'aurai utilisé toutes mes défenses pour essayer de faire face à cette situation de stress. Et c'est à cet instant, que toutes les autres pathologies vont se mettre en avant. Et donc, on va avoir des signes cliniques très hétérogènes face à des individus qui ont vécu un stress chronique répété, qui revient régulièrement. Et du coup, c'est pour ça que notre organisme va se mettre à avoir des tas de pathologies qui sont associées. Du coup, je veux bien que tu avances. Et donc, vous voyez qu'on va avoir des troubles digestifs, on va avoir des atteintes de la peau, on peut avoir effectivement au niveau de la trachée, de l'œsophage, de l'herpès, et donc des atteintes, des maladies immunitaires qui vont devenir chroniques. Donc ça explique toute cette variété de pathologies qu'on peut retrouver chez un individu qui vit une situation de stress chronique excessif. Et donc, comme je vous le disais, chez les enfants, mais aussi chez l'adulte, une façon de survivre à cet état de stress permanent, c'est la sidération, c'est de se sortir de cette situation. Je ne veux plus voir la situation. Et comme ça, c'est mon seul moyen de survie. Et donc, on va dériver vers ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. Vas-y, je veux bien que tu avances. Alors, c'est un peu mon dada à CDP, j'aime bien un peu faire de l'histoire des sciences. Donc, c'est ma marque de fabrique. Et donc, je suis allée regarder. Alors, je ne suis pas une spécialiste, mais j'aime bien aller regarder un peu comment on arrive à définir un syndrome. À votre avis, le syndrome de stress post-traumatique, ça date de quand ? Qu'est-ce qui a amené les médecins, les cliniciens à mettre le doigt dessus ? Je savais que vous allez me dire la guerre. Oui, mais en fait, c'est plus ancien que ça. Beaucoup plus ancien que ça. Les premières traces, vous allez voir, c'est avant Jésus-Christ. Sur des tablettes, il y avait des représentations, vous voyez, c'est des batailles assyriennes en Mésopotamie, qui correspond à peu près à l'Irak aujourd'hui. Des scènes de bataille, et sur des tablettes gravées, donc c'est l'ancêtre des tablettes connectées de mes enfants, étaient décrits des scènes où les soldats étaient poursuivis par des fantômes. Les fantômes de ce qu'ils avaient pu observer pendant les batailles. Donc on était déjà sur ce syndrome de stress post-traumatique. Si on avance un petit peu dans le temps, vous avez Hérodote qui a décrit l'histoire d'un soldat qui est athénien, qui n'a pas du tout été blessé au combat, mais qui s'est retrouvé devant son adversaire perse, qui était un colosse, qui venait de zigouiller tous ses camarades soldats, et il est devenu aveugle. Il s'est sorti de cette situation, pourtant il n'a pas été blessé. Mais il a développé une cécité qu'il ne quittera pas pour se sortir de cette situation traumatisante où il a vu ses camarades mourir au combat et il a vu sa vie défiler et il s'est dit « je vais mourir face à ce soldat ». Il n'en est pas mort, mais il a développé des pathologies associées à ce stress post-traumatique. Donc là, vous voyez, on est 490 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Après, vous avez, si vous regardez un peu dans la culture populaire, donc dans la littérature, les pièces de théâtre, et donc ici c'est chez Shakespeare, dans la pièce Henri IV, on a un des personnages
qui va raconter que son mari fait des terreurs nocturnes et il revit sans cesse des scènes de combat. C'est dans la première partie de la pièce. Après, effectivement, on va avoir un apport important des psychiatres, des médecins militaires qui vont essayer de comprendre ce qui se passe chez les soldats après les batailles, parce qu'ils vont développer tout un tas de pathologies. Et vous voyez que dans le registre, on n'a pas encore mis un mot précis sur ce syndrome, mais vous allez avoir tout un tas de termes. Nostalgie, l'idiocisme, la manie, la mélancolie, l'hypocondrie, la névrose de la circulation ou de la respiration, le syndrome du vent du boulet. C'est-à-dire que, en fait, quand le boulet de canon arrive, il va entraîner un espèce de soufflet et on voit sa vie défiler alors que le boulet ne nous a pas forcément atteints. Certains vont parler des conversions hystériques, le cœur irritable de certains soldats qui reviennent du combat. Donc vous voyez que tous ces termes vont décrire des symptômes qui sont très hétérogènes, mais chez des individus qui ont vécu des situations traumatisantes. Après, il va y avoir, comme en médecine, dans la recherche, c'est assez classique. Vous avez des médecins, des chercheurs qui vont défendre leur propre théorie, leur propre hypothèse. Et donc, dans les fin des années 1800, vous allez avoir deux théories qui vont s'affronter. C'est Oppenheim qui, lui, va parler de névrose traumatique. Donc, lui, son créneau, c'est de dire c'est psychique. Et puis, vous avez Charcot qui, lui, va dire non, il y a une lésion au niveau du système nerveux. Et lui, il est branché. Son truc, c'est de parler d'hystérie. Donc, il va parler d'hystérie traumatique. Et ces deux notions vont s'affronter. Et vous allez avoir des chercheurs qui vont prendre le parti de l'un ou de l'autre. Progressivement, la théorie d'Oppenheim va disparaître au profit de Charcot, qui était pourtant spécialisé dans les maladies musculaires, mais pas tellement dans les maladies du système nerveux central. Et puis, quand on voit maintenant le syndrome tel qu'il est décrit aujourd'hui, on pourrait dire que finalement, ils avaient tous les deux raison. Et donc, on va arriver ensuite, vous voyez, 1952, qui va être l'année où va être mis en place le premier manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM. Et dans ce DSM, ce premier DSM, va être décrit les symptômes qui sont observés chez les vétérans de la guerre du Vietnam, mais pas en tant que pathologie propre. C'est associé à des pathologies du système, des pathologies mentales, de la névrose. Donc c'est le début, mais ce n'est pas complètement encore le syndrome de stress post-traumatique. Et il va falloir attendre, vous voyez, les années 1980 pour arriver au syndrome qui se rapproche davantage de ce dont on parle aujourd'hui. Oh là là, j'ai pris trop de temps. Alors, les signes cliniques du stress post-traumatique, je vais pas revenir dessus parce que vous connaissez tous ça très bien et parce que mon temps va être fini. Et donc, je voudrais vous amener à pourquoi est-ce que le corps n'oublie pas. Donc, quand vous avez ce fameux agent stressant qui va être détecté là, par des récepteurs, vous allez mettre en place dans votre organisme des voies, ce qu'on appelle des voies de signalisation, avec des régions dans le cerveau sur lesquelles Sandra va revenir, notamment l'hypothalamus et l'hypophyse. Il va y avoir ce qu'on appelle une voie hypothalamo-hypophysaire surrénalienne. Donc, la glande surrénale, c'est un petit chapeau qui est au-dessus des reins. Et vous voyez que quand on va activer cette voie, on va produire des hormones, la CRH, la CTH, et on va aller stimuler le cortex surrénalien pour produire une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, c'est un puissant anti-inflammatoire qu'on donne dans certaines pathologies chez les patients. Ce cortisol, il va conduire à certaines voies de signalisation. Et normalement, il existe un système de rétrocontrôle. Vous voyez ici, ça, c'est les récepteurs du cortisol. Et normalement, il va se fixer sur ces récepteurs au niveau de l'hypophyse et de l'hypothalamus pour mettre fin à la situation. Dans un cas de stress post-traumatique, cette voie elle est complètement dérégulée et vous allez avoir d'abord une phase où le cortisol va augmenter, puis il va complètement s'effondrer. Je veux bien que tu avances du coup. Et donc vous voyez ici, donc il y a une deuxième voie qui va être utilisée. Donc on parle toujours de l'hypothalamus, la CRH, et vous voyez qu'on va produire ce qu'on appelle des catécholamines, la noradrénaline et l'adrénaline, et qui vont participer aussi à ces réponses. Donc, en cas de situation de stress, je vais produire
du cortisol, de l'adrénaline. Ça va passer dans le système sanguin périphérique et vous voyez que ça peut agir sur toutes les fonctions de l'organisme. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'un stress post-traumatique? Alors cette étude qui est un peu ancienne, que je vous ai représentée ici, c'est une étude qui a été faite chez des jumeaux dont l'un avait subi des adversités pendant l'enfance et pas l'autre. Et ils ont soumis ces enfants à un stress. En fait, les enfants devaient faire des additions très rapides, 2 à 2. Ils étaient en compétition avec leurs jumeaux et celui qui faisait le moins d'erreurs gagnait un prix et pas l'autre. Et en plus, ils avaient une petite présentation à faire avec très peu de temps pour le faire. Ici, vous avez la moyenne des deux populations. Vous avez ici les enfants qui n'ont pas été traumatisés et ici les enfants qui ont été traumatisés. Vous voyez qu'au départ, on est à peu près dans le même range de production de cortisol. On a une diminution, ça c'est la phase d'alarme. On sait qu'on va être face à une situation stressante. Et je vous disais, dans la phase d'alarme, on a plutôt une diminution de nos systèmes de défense. Donc vous voyez le cortisol qui diminue. Et puis vous allez avoir donc là la phase de stress. Et progressivement, hop, l'organisme va répondre en produisant du cortisol chez des enfants qui n'ont pas été agressés. Mais chez leurs jumeaux qui ont subi des adversités pendant l'enfance, vous voyez que cette réponse, elle est complètement effondrée. Et je veux bien que tu avances, Sandra, s'il te plaît. Et donc, ces sécrétions qui sont plus faibles sont associées à des problèmes sociétaux et comportementaux, uniquement chez ces enfants qui sont maltraités. Si on regarde maintenant au cours de l'évolution du syndrome de stress post-traumatique, vous voyez, donc là, j'ai mes catécholamines, le range normal. Là, j'ai normalement mon range de cortisol. Donc, quand j'ai des événements stressants, hop, mon organisme va produire du cortisol pour essayer de se défendre. Et vous voyez qu'au niveau des différents épisodes, progressivement, ce taux de cortisol va s'effondrer, alors que normalement, la noradrénaline devrait favoriser sa sécrétion. Et on va se retrouver dans une situation dichotomique qui n'est pas celle qui est physiologique. Donc, un marqueur que l'on peut suivre pour détecter une situation de stress post-traumatique, ça peut être le cortisol. On a dit aussi que c'était associé à des pathologies inflammatoires qui peuvent être chroniques. Eh bien oui, en fait. Donc si je reprends mes 2 voies de signalisation là, que je vous ai présentées avec le cortisol, je vous disais le cortisol, c'est un puissant anti-inflammatoire. Oui, mais dans le syndrome de stress post-traumatique, il est effondré. Donc on va les stimuler de façon chronique, les cellules immunitaires, les lymphocytes, les macrophages, qui vont se mettre à produire des cytokines pro-inflammatoires qui vont conduire à des pathologies chroniques derrière. Ça, c'est au niveau sanguin, systémique. Et puis, ces cytokines, elles vont passer la barrière hémato-encéphalique, elles vont aller au niveau du cerveau, et elles vont aller stimuler d'autres cellules du système immunitaire, dans le cerveau cette fois-ci, comme la microglie des astrocytes, et je vais avoir ce qu'on appelle de la neuroinflammation. Donc il y a beaucoup de littérature sur l'association inflammation-syndrome de stress post-traumatique. L'un des marqueurs les plus étudiés, c'est l'interleukine 6, mais vous voyez qu'il y a d'autres marqueurs. Et il va y avoir des modifications en termes de volume d'activation au niveau de certaines régions du cerveau qui vont conduire à des modifications, des troubles mnésiques, de l'hypervigilance, des modifications du comportement, et Sandra reviendra là-dessus plus en détail. Pourquoi est-ce qu'on va avoir ces atteintes-là? Donc vous voyez que la barrière hémato-encéphalique, elle est constituée de cellules, donc on a ce qu'on appelle des cellules endothéliales, une membrane basale, des neurones, les astrocytes, donc ça c'est les cellules du système nerveux central. Et ces cellules, elles communiquent entre elles par ce qu'on appelle des jonctions serrées, ici des tags jonctions. Donc vous allez voir comme des Legos qui vont s'imbriquer l'un dans l'autre pour empêcher les molécules de passer. Donc ça c'est quand tout va bien, mais quand vous avez le syndrome de stress post-traumatique, donc vous allez avoir modifié la perméabilité, on va pouvoir mieux facilement passer entre les cellules. Et donc nos cytokines pro-inflammatoires vont faire passer des cellules de l'immunité, vont modifier la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Et donc c'est là que vous allez avoir ces pathologies, cette neuroinflammation qui va s'installer. Et pourquoi est-ce que ça va être délétère? Donc là, c'est les 2 voies, à nouveau, le cortisol, les catécholamines, qui vont aller activer une enzyme qui a un nom barbare qui s'appelle la dioxygénase, qui va produire ce qu'on appelle des métabolites qui vont avoir des effets neurotoxiques. Et donc là, vous aurez tous les signes cliniques du syndrome de stress post-traumatique. Un dernier élément sur lequel je vais aller très vite, mais
c'est ce qu'on appelle l'érosion des télomères. Alors vous savez qu'on peut déterminer notre âge biologique, physiologique, en regardant au niveau de nos chromosomes des petites régions qui s'appellent les télomères. Et plus elles raccourcissent, plus nos cellules ont vieilli. Et donc là, vous avez le vieillissement physiologique. Et dans le cas des syndromes de stress, ce raccourcissement, il va se faire plus vite. Et donc, on va vieillir davantage et avoir plus de pathologies liées à l'âge, à un âge où on ne devrait pas les observer. Et donc, avec tout ça, vous comprenez bien que ce dysfonctionnement de ce système qui est à la base physiologique va conduire à tout un tas de pathologies. Donc ici, vous avez une étude, vous voyez, de 2017. Ils ont repris plusieurs analyses de la littérature et ils ont fait une analyse statistique de 37 publications. Donc c'est des études transversales, des études de cas. Vous voyez, c'est 25 000 participants dans différents pays. Et ils ont calculé ce qu'on appelle le risque relatif. Ils ont regardé chez des personnes qui avaient vécu des adversités pendant l'enfance, au moins 4, versus des personnes qui n'en avaient pas eu. Et vous voyez, donc ça, ici, on a un grand risque relatif, alors qu'ici, il est faible. Et vous voyez tout un tas de pathologies associées à ces adversités pendant l'enfance. On a vécu des traumas pendant l'enfance, et à l'âge adulte, on va développer différents symptômes de dépression, de violence, des comportements à risque, de l'anxiété, des troubles de la respiration, des cancers, des maladies cardiométaboliques. Donc ça, c'est juste la manifestation de nos stress. Et pourquoi ? Parce que voilà, quand cette voie elle fonctionne plus, le cortisol, il va faire un travail de sape, et donc il va induire des maladies cardiovasculaires, il va favoriser parfois l'augmentation du tissu adipeux, donc on va avoir des obésités qui vont se mettre en place, mais on peut avoir aussi des troubles du comportement alimentaire avec des anorexies. Et donc tout ça, je vais aller très vite parce que du coup j'ai dépassé, je veux bien que tu reviennes 2 secondes en arrière. Et donc vous voyez que ces maladies, elles vont être très hétérogènes, les maladies cardiovasculaires, digestives, des manifestations cutanées avec des dermatoses, des atteintes articulaires, des pathologies psychiques, des troubles du comportement. Et tout ça, c'est la manifestation de notre organisme qui dit « oui, j'ai vécu des traumas au cours de mon développement pendant mon enfance ». Je vais juste dire un mot rapide sur l'épigénétique, juste sur celle-là, et je ne décrirai pas la suivante. Pourquoi est-ce qu'on peut le transmettre à notre descendance ? Eh bien, dans notre organisme, donc vous voyez, c'est ce fameux glucocorticoïde là, ils vont passer dans la cellule, ils vont aller jusqu'au noyau et ils vont être capables de modifier notre ADN. Et donc, on va faire ce qu'on appelle des modifications épigénétiques. Je vais modifier la structure de mon ADN, de mes chromosomes, et bien ça, je peux le transmettre à ma descendance. Donc, ces pathologies que je développe parce que moi-même j'ai vécu un trauma, je peux, dans certains cas, les transmettre à ma descendance. Donc ça, je vais passer dessus parce que c'était juste pour illustrer la dualité du cortisol, donc c'est pas très grave. Et je vais terminer juste là-dessus pour donner la parole à Sandra. Je sais pas où tu veux la faire, je la fais pas du tout. Donc tu la reprendras à la fin. Donc voyez un peu pourquoi est-ce que le corps n'oublie pas ce qu'il a vécu et pourquoi on a autant de pathologies qui peuvent être associées à ce syndrome de stress post-traumatique. Et je vais passer la parole à Sandra qui va vous envoyer plutôt dans le cerveau. Merci. Alors, on va faire pareil. Hein ? Voilà, on va faire pareil. Alors, je vais essayer de gagner un petit peu de temps. Je ne sais pas si je vais y arriver. Le cerveau. Le cerveau, c'est un organe extrêmement complexe. Je vais essayer de vous emmener le plus loin que je peux pour essayer de faire passer un maximum de messages en un minimum de temps. Challenge. Il n'y a pas de souci. Alors, ce cerveau, il est extrêmement bien organisé. Chaque neurone est à sa place. Chaque neurone a une fonction. Chaque aire cérébrale intègre des informations spécifiques, cortex occipital, la vue, etc., etc. Ici, j'ai pris les informations organoleptiques, mais il y en a d'autres. Moi, ce matin, j'ai envie de vous parler de 3 structures qu'on a isolées. C'est une équipe
de Rouen, si je ne dis pas de bêtises, Bérengère Guillery-Girard, Jacques Dayan, qui travaillent notamment sur la cohorte des patients Bataclan, mais pas que. Ici, je voudrais vous parler de 3 régions, le cortex préfrontal et le cortex singulaire antérieur, ici en jaune. Ce sont les parties du cerveau les plus en avant, ici, donc frontale. C'est la zone qui est le chef d'orchestre de l'ensemble de nos émotions, de nos comportements. C'est lui qui va pondérer 2 régions qu'il y a ici. L'amygdale, qui traite les informations émotionnelles, qui est la commande de réponse au stress. Véronique vous a parlé de l'axe cortical, donc hypothalamus, hypophyse, glande surrénale, déclenchement de cortisol. L'amygdale, c'est la région de notre cerveau qui va hyper réagir en cas de stress et qui va déclencher cette réponse. Ça, c'est notre amygdale. Et l'hippocampe, qui est la région qui va intégrer notre mémoire épisodique, tout ce qui est stockage, encodage des informations nécessaires à notre propre histoire à nous, à nos souvenirs, qui va s'associer avec toutes les régions du goût, des odeurs, de ce qu'on a vécu. C'est hyper important parce qu'on n'a pas toujours parlé. Je reviendrai sur l'enfance. Il y a un temps de notre vie où on n'a pas les mots. Et c'est pas parce qu'on n'a pas les mots qu'on n'a pas les souvenirs. C'est important parce que quand on écoute la parole de l'enfant, il faut l'écouter adapté à son âge. Il y a un livre de Dr Pearson qui dit « Les bébés ne parlent pas, mais ils parlent ». Cet hippocampe, il n'est pas mature quand on est. Pour autant, c'est des encodages d'informations, de sons, d'odeurs, de choses même quand on n'a pas les mots. Ce qui a été montré, ça c'est une très très belle étude. Alors elle a ses limites, on en reparlera si vous voulez pendant les temps de questions, mais je voudrais que ça soit très concret pour tout le monde ici. C'est 2 groupes de jeunes adolescents entre 14 et 17 ans. Un groupe qui a vécu des incestes, des violences sexuelles pendant l'enfance, et un groupe d'ados qui n'a pas vécu ces violences-là. Et en imagerie, on a quantifié l'intensité de réaction de ces différentes régions. Et vous avez ici, donc, en gris, le groupe contrôle, en noir, le groupe PTSD, donc le groupe d'enfants qui ont subi ces violences sexuelles pendant l'enfance. On les a passés dans un scanner et on leur a montré des images avec des mots qui faisaient référence à des émotions. Et on a enregistré quelle zone de leur cerveau traitait l'information. Regardez ici, c'est l'amygdale qui traite les informations des enfants qui ont subi des violences sexuelles. Et c'est le cortex préfrontal qui intègre ces informations chez le groupe qui n'en a pas subi. La différence de traitement d'informations fait des différences de sortie comportementale. Ce n'est pas juste de l'esprit. Il n'y a pas le corps et l'esprit. C'est fini. Le corps et l'esprit sont réunis. Un être humain, c'est un être humain dans tout son entier, avec tout ce qu'il est. Ses neurones et ses vessies. Alors, ces études, je vous ai mis là une petite diapo. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais essayer de gagner du temps. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu de nombreuses. À chaque fois, on compare des groupes stress post-traumatique versus des groupes qui n'ont pas de stress post-traumatique sur le plan de la clinique. Et on regarde et on retrouve des inhibitions du cortex préfrontal, des hyperactivations. Alors ici, c'est des altérations anatomiques avec une diminution des volumes du cortex préfrontal, de l'hippocampe, et puis des augmentations au niveau de l'amygdale, toujours avec cette même idée qu'il y a des troubles du traitement de l'information.
Alors, une des répercussions de ça directement, c'est notre mémoire. Il y a tout un débat, en vrai. Alors, je commence par le début. Nos différentes mémoires. On en a différentes sortes. La procédurale, les automatismes. Une fois que j'ai appris à faire du vélo, je ne réfléchis pas, je monte sur mon vélo, je pédale. La mémoire sémantique, c'est nos connaissances, celles qu'on engrange avec des mots, donc du champ lexical, sémantique. On engrange des connaissances au fur et à mesure. On grandit. La mémoire perceptive, c'est la toute première, celle des sens, celle quand on n'a pas encore les mots, mais qui continue à se développer en grandissant. Et puis il y a la mémoire épisodique, c'est notre histoire. On a deux grandes catégories de mémoire à long terme. Ça, je vous parle de ça, c'est le modèle de Prera en 2020, avec vraiment ce qu'on appelle la mémoire implicite, non verbale, et puis la mémoire explicite, là où on a mis des mots dessus. Et on sait que dans les troubles de stress post-traumatique, il y a cette amnésie dissociative. Je vous conseille, pour ceux qui peuvent, et sinon vous demandez, il y a une publication du journal européen des troubles du trauma et de la dissociation, de cette année, qui discutent, parce qu'il y a des débats. Ceux qui participent beaucoup, ceux qui militent dans la protection de l'enfance, savent qu'il y a des débats sur cette amnésie dissociative. Oui, on n'a pas l'image de l'amygdale avant le trauma et après le trauma. Oui, il y a des discussions. Pour autant, je n'ai pas le temps ici de développer, mais on a des modèles où on reproduit chez l'animal des troubles de stress post-traumatique avec des troubles amnésiques réels. Et on ne peut pas s'affranchir de la clinique. Les victimes parlent, elles décrivent des symptômes. Et on sait que les troubles qu'on a vus sur la structure et sur la fonctionnalité des différentes parties du cerveau, celles dont je vous ai parlé, l'amygdale, l'hippocampe, le cortex préfrontal, sont parfaitement cohérentes. Et c'est pareil, c'est comme une question de probabilité, sont quand même parfaitement cohérentes avec les hyperamnésies de certaines informations liées au traumatisme qui font ces syndromes d'intrusion, ces reviviscences. Encore une fois, une reviviscence, c'est vraiment le moment où la victime, elle revit ce qu'elle a vécu. C'est pas qu'elle s'en souvient, c'est qu'elle est en train de le revivre. Les amnésies d'autres informations liées au traumatisme. Chez les victimes qu'on entend dans les procédures, les enquêteurs s'inquiètent, mais je ne comprends pas. Si c'est si grave, elle se souviendrait de tout. Non, j'ai oublié qui, exactement, pourquoi, à quelle heure. Il y a des choses qu'on n'intègre pas parce que la dose de stress est considérable. J'ai juste une petite anecdote sur l'amnésie dissociative. On en parlait avec Pascal Cussig, qui est donc avocat, et on discutait d'une affaire qui a eu lieu il y a quelques années. Il y a un directeur d'école qui a agressé, je ne sais plus où, pardon, ma mémoire me fait défaut, une cinquantaine d'enfants de son école. Et l'enquête a été, bien évidemment, au bout d'un moment, ouverte, d'un moment très long. Et les enquêteurs avaient des vidéos, parce qu'ils les filmaient. Et ils avaient des vidéos. Et ce sont les enquêteurs qui sont allés chercher certaines de ces victimes. Et certaines de ces victimes n'avaient pas de souvenirs. Et il n'y avait pourtant aucun de doute, puisqu'ils étaient sur la vidéo. C'est hyper important. Donc voilà, ça c'était juste une petite anecdote. Je vais passer sur les symptômes, parce que je voudrais réussir à vous dire que tous ces effets des glucocorticoïdes, du cortisol dont Véronique vous a parlé, on n'en est pas au début. Il y a une étude, une revue cette année qui a fait une sorte de résumé de l'ensemble des éléments biologiques qu'on a sur l'effet du cortisol, notamment in vitro, et qu'on retrouve sur certaines formes cliniques in vivo. Alors, en termes de neurogénèse, avec vraiment une altération de
du développement de certaines régions, en termes de plasticité, avec une diminution de la capacité de connexion entre les neurones. Ici, une baisse des dendrites, des connexions synaptiques, des épines dendritiques. Donc, toute une partie de neurotoxicité, avec des vraies altérations de neurotransmetteurs. On voit une altération des monoamines oxydases qui vont dégrader les monoamines, donc une perte de la sérotonine. La sérotonine qui est un neurotransmetteur très impliqué, qui est un régulateur de l'humeur. Toujours avec ces mêmes arguments, en plus de ces arguments, on retrouve et on arrive à reproduire in vivo les effets neurotoxiques et neuro-inflammatoires. C'est très important, la neuroinflammation. Véronique vous en a parlé. Je vais vous montrer une étude, une revue de cette année qui résume un petit peu l'ensemble de ces effets et j'y reviendrai. Et puis, une modulation du cortisol, de l'activité même de certains neurones avec ce lien avec l'hyperactivité de certaines zones de notre cerveau et notamment l'amygdale. Je fais court. On retrouve cet axe. L'hypothalamus, l'axe corticotrope, libération de cortisol. Et puis, il y a un moment, c'est l'effondrement. Véronique vous en a parlé, c'est la phase d'épuisement. On n'a plus... Certains parlent de dissociation. Pour les cliniciens, c'est assez étayé maintenant. Et regardez ici, on a vraiment une chute de la sérotonine, du GABA, qui est le neurotransmetteur inhibiteur global de notre système nerveux central, de la dopamine, de l'acétylcholine, et on augmente les taux de glutamate et de noradrénaline. Le glutamate, c'est le neurotransmetteur excitateur global de notre système nerveux central. Quand il décharge trop, il est neurotoxique. Quand il décharge trop, dans certains cas cliniques, on fait des crises d'épilepsie. Ce glutamate, cette noradrénaline sont des activateurs et vous voyez ici que, encore une fois, il n'y a pas de corps et d'esprit. Le corps est là et l'esprit, c'est là. C'est l'hypothalamus qui est lié à notre hippocampe, notre mémoire. C'est l'hypothalamus qui est lié avec notre amygdale, nos émotions. C'est l'ensemble de notre cerveau qui fait lien avec notre corps. Et quand on regarde ici et que le cortisol s'effondre, on stimule cette neuroinflammation qui va avoir des répercussions au niveau central. J'ai trouvé assez intéressante cette revue qui part des diagnostics cliniques du DSM-5 et qui relie l'ensemble de ce qu'on peut aujourd'hui trouver dans la littérature scientifique. Il faut arrêter de dire qu'on ne sait pas ce que c'est que le stress post-traumatique. En vrai, dans la littérature scientifique, je vous garantis qu'il y a des études et des études et on progresse à vitesse grand V là-dessus. Il nous reste plein de choses à connaître, vraiment, plein de liens directs à faire. Pour autant, les arguments sont là. Et on fait plus que des liens, des cohérences neurophysiologiques avec les défauts de la mémoire, avec les hypervigilances, les hyperactivités, avec l'évitement, avec les troubles de l'humeur, et j'en passe sur les signes cliniques. Combien de temps il me reste ? 5 minutes. Alors, ok. Toutes ces études, c'est in vitro. Toutes ces études, c'est chez la souris. Toutes ces études, c'est des études cliniques chez l'adulte. Mais l'inceste, c'est chez l'enfant. Et je voudrais vous parler un petit peu de ce que c'est que le cerveau de l'enfant. Parce que parfois, il y a méprise. Et du coup, je voudrais vraiment essayer de vous donner quelques faits. Le cerveau d'un bébé à 6 mois et le cerveau de l'adulte, c'est 2 organes complètement différents.
Le développement de ce cerveau, il se fait avec 3 mécanismes principaux, la prolifération, l'augmentation du nombre de neurones qui se concentrent ici dans la substance grise. L'élagage synaptique, c'est une partie hyper importante de notre développement. L'élagage synaptique, c'est la sélection de certaines synapses. Je vais essayer de vous l'imager. Un enfant à qui on répète toute la journée « t'es une merde, t'y arriveras jamais, t'es nul », il va se construire avec. Il va se faire ses schémas de pensée. Ces schémas de pensée, c'est dans son cerveau que ça se passe. Et quand il sera grand, il va être intimement convaincu que c'est une grosse merde. C'est pas de la magie, hein. C'est ce qu'on appelle l'élagage synaptique. On choisit des voies, c'est comme en informatique. On prend des voies et une fois qu'on les utilise, on les stabilise. Et quand on les stabilise, c'est ces routes-là qu'on prend. Vous voyez les chemins en montagne. Les chemins en montagne, il y a des grands chemins, tout le monde suit les chemins. Et puis, il y a les tout petits chemins qu'on n'ose pas prendre parce qu'il y a de la broussaille, parce que ça pique un peu, c'est dur. La plasticité cérébrale, c'est ça. À l'âge adulte, toutes les thérapies qu'on fait, les unes, les autres, à droite, à gauche, qui des TCC, qui de la psychanalyse, qui du truc, qui dit machin, on essaye avec force et courage de faire des petits chemins pour changer cet élagage qu'on a instauré chez nous parce qu'on nous a répété des trucs et des trucs et des trucs et des trucs. Et c'est pas facile. Mais l'élagage, c'est important, je vais vous le montrer. Et puis il y a la myélinisation. La myélinisation, c'est ici cette sorte de couche de lipides qui isole les axones, qui transmettent les messages nerveux. Et cette myélinisation, plus elle est faite, plus le message est rapide, plus le message est efficace. Donc ça, c'est les 3 mécanismes du développement du cerveau. Maintenant, quel âge ? Alors voilà, ici vous avez les zones les moins développées en rouge et vous avez les zones les plus développées en violet. 20 ans, 5 ans. Demandez, regardez ici le cortex préfrontal, je vous ai dit le cortex préfrontal c'est celui qui permet de gérer les émotions, de raisonner, de réfléchir, de contrôler, de se modérer. Demander à un enfant de 5 ans arrête de pleurer, gère ton stress, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il n'a pas de quoi le faire. Un enfant ne fait pas de caprice. Un enfant est débordé par son amygdale. C'est réel, c'est dans la vraie vie. Ça ne sert à rien de punir un enfant, il ne va pas comprendre mieux. Il n'a pas les codes, il n'a pas les voix. L'élagage, c'est ça. Regardez ici à la naissance, le nombre de connexions qu'on a, elles sont faibles. Ici à 6 ans, elles sont massives. Regardez à 14 ans. À 14 ans, on a commencé à instaurer des choses. À 14 ans, on a choisi des chemins. À 14 ans, déjà, on a des intimes convictions de comment on doit faire, comment on ne doit pas faire, de ce qu'on pense pas, de ce qu'on ressent pas, enfin bref, de tous les réseaux qui font que, voilà, sauf qu'à 14 ans, on est quelque part par ici, et que vous voyez que le cortex préfrontal, il se développe. Alors, 20 ans ici, ça s'est arrêté. Je crois que je n'ai pas mis la diapo. Est-ce que je l'ai mise ? Alors, celle-là, elle me plaît beaucoup. Celle-là, elle me plaît beaucoup parce que c'est visuel. Moi, je n'écris pas beaucoup parce que je suis un peu nulle. Mais voilà, j'ai des images. Regardez ici, le cortex préfrontal, ici l'amygdale, ici les hippocampes. Et voyez, la connexion entre le cortex préfrontal, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. On est à 6 ans. Hein. À 13 ans. Regardez ici, 22 ans. Oh! Vous voyez là? Ce lien entre le cortex préfrontal et l'amygdale, il est hyper tardif. Il est hyper tardif. Pour consolider
cette espèce de contrôle? Est-ce que tous les adultes ici de cette salle sont en capacité de gérer parfaitement leurs émotions tout le temps? Moi, je vais prendre un joker. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, c'est hyper important parce que dans tous les dossiers, alors l'association, je vous en reparlerai un petit peu, mais voilà d'où ma conviction vient depuis que je suis toute petite, de façon totalement non dite, mais qui a pris forme ces dernières années avec tout le travail de l'association. On a reproduit chez la souris un modèle de développement. Ici, vous avez une petite famille de souris avec sa maman, son papa, tonton, tata, les cousins, les cousines. Ils sont pleins, ils se font des léchouilles, ils vont jouer dans la roue, il y a du coton. C'est trop cool la vie. Et dans ces conditions-là, quand on regarde le cerveau de ces souris, on voit de l'ocytocine, qui est une hormone qui favorise le maternage, qui favorise tout un développement synaptique, toute une régulation bien faite, un développement neuronal. Et puis on baisse les taux de cortisol et l'hormone de stress. Et on favorise le lien entre le cortex préfrontal, l'amygdale. Quand on prend ces mêmes souris et qu'on les fait grandir dans un environnement stressant, alors c'est très facile chez les souris, on les isole, on enlève le coton, on enlève les roues, on met du grillage, on peut les faire traverser des piscines, parce qu'elles n'aiment pas l'eau, on peut les mettre dans des labyrinthes où elles se perdent, on peut faire plein de choses avec ces souris. Il y a toutes sortes de modèles d'études de stress chez la souris. Et quand on regarde son cerveau, on diminue l'ocytocine, on augmente le cortisol et on va altérer ces liens entre cortex préfrontal, on va augmenter l'inflammation et on va retomber sur tout ce qu'on voit in vitro quand on met du cortisol et les corrélations qu'on fait en clinique chez les patients avec des inflammations chroniques et toutes les conséquences pathologiques qui suivent ces patients. Alors tout ça, bien sûr, ça va dépendre de plein de choses. Du type de l'agression, viol, négligence, coup de ceinture, devant la glace, pas devant la glace. Est-ce que, je sais pas, on était tout seul, on s'est caché sous le lit? Est-ce que nos parents hurlaient? Est-ce qu'ils se tapaient dessus? Est-ce qu'ils étaient alcooliques? Est-ce que nos parents avaient des dépressions qui se cachaient? Enfin bref, ça va dépendre du type de la maltraitance. Ça va dépendre de l'intensité. Un peu, beaucoup, passionnément. Ça va durer de la durée. Ça va dépendre de la durée. Est-ce que c'est arrivé une fois, 2 fois? Est-ce que c'est arrivé tous les jours? Emmanuel Béard, dans le documentaire, ça a duré 4 ans. Pour d'autres témoignages du documentaire que je vous conseille, qui est vraiment très très bien fait, ça a duré plus longtemps. Certains s'en souviennent, d'autres pas. Certains ont pensé pendant très longtemps que c'était eux qui inventaient. Ça va dépendre des stress antérieurs. C'est pas tout à fait la même chose quand c'est arrivé en dehors de la famille et qu'on a un contexte et qu'on a notre petit trou, notre petit cocon et qu'on a un parent protecteur et que on n'avait pas de stress avant. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est pas la même situation. Alors bien évidemment, ça va dépendre de l'âge de la maturité cérébrale. Vous avez compris que à 6 mois, à 12 ans, à 5 ans, eh ben, ça ne va pas être la même. À l'âge adulte, ce n'est pas pareil. Il y a aussi une question de genre, parce qu'il y a plus de filles que de garçons et qu'on sait que sur le plan social et historique, ce n'est pas tout à fait encore la même chose. On y travaille. Alors, il y a les effets à long terme, les taux d'hormones de stress. Et je veux juste
sur le plan épigénétique, vous dire que de plus en plus, oui, les interactions entre l'environnement, le gène... Alors, pardon Véro, je vais juste me permettre une petite précision par rapport à ce que tu as dit en épigénétique. Ce n'est pas directement nos gènes qu'on va modifier, c'est l'environnement de son expression. Ce n'est pas l'ADN directement. C'est ici les petites protéines sur lesquelles s'enroule l'ADN. Ces petites protéines qui s'enroulent autour de l'ADN ou les modifications qu'on va faire sur l'ADN et ces petites protéines peuvent faire en sorte que soit c'est tout enroulé et le gène ne s'exprime pas et on a moins de récepteurs au cortisol, soit les modifications ne sont pas exactement les mêmes et l'ADN se déroule et on a plein de récepteurs au cortisol. Comprenez qu'on ne va pas être sensible pareil au stress. Ces modifications épigénétiques, certes, elles nous rendent sensibles. Certes, elles se transmettent. Mais elles sont réversibles. Et c'est hyper important. Et ici, c'est juste une illustration parce qu'ils ont reproduit ça, ils ont fait cette étude chez le rat où ils ont un modèle chez le rat d'alcoolisme de l'adolescent. Alors, je vous passe les détails, mais le fait est que quand ils arrivent à modifier cet environnement de modulation des protéines et de l'expression de certains gènes, je ne rentrerai pas dans les détails, on peut soit augmenter l'anxiété et la prise d'alcool chez les rats adolescents, soit diminuer l'anxiété et la prise d'alcool chez les rats adolescents. C'est réversible. C'est ça l'idée que je voulais vous faire passer. Du coup, tu peux passer à celle d'après complètement. Alors, je finis ici, parce que je crois que j'ai été trop longue aussi. Ok. Bon, on est des pipelettes, on est désolé. Un petit mot sur l'association, je vais aller très vite. On a un pôle juridique parce que le signalement et la justice doivent faire son boulot. Parce que plus on ne dit... Enfin, moins on dit, je vais le faire simple, moins on dit, plus il y a d'absence de procédure judiciaire, plus il y a de classement sans suite, plus on remet l'enfant qui vit des violences chez le parent agresseur, et plus on défavorise le pronostic clinique, le pronostic l'état, pas simplement la santé mentale, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les addictions. Et plus on signale, plus la justice fait correctement son boulot et plus la prise en charge thérapeutique. Ce sont les trois qui font qu'on va peut-être un jour réussir à combattre ce fléau. Et donc, l'association travaille depuis maintenant presque 10 ans avec son pôle juridique, son pôle psychologique et son pôle neurosciences où on essaye de comprendre. Parce que comprendre, ça aide à avancer et qu'on espère avec Véro qu'on a mis un petit peu de... je sais pas... d'éclairage. Voilà.